Somnifère, le podcast. Toutes les familles heureuses se ressemblent, mais les familles malheureuses le sont chacune à leur façon. Écrit Muriel Barbery. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le lundi 21 mars et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire des Dharan, une famille où les relations sont compliquées, mais où l'amour n'a jamais totalement disparu. Et juste avant cela, une courte séance de relaxation pour refermer ce lundi avec douceur. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Je vais vous demander dans un premier temps de porter votre attention sur votre visage et d'en relâcher tous les petits muscles. Ceux de la mâchoire, ceux du front, ceux de la lèvre supérieure et de la bouche, l'espace entre vos deux sourcils, les paupières. Assurez-vous que votre visage soit entièrement relâché. À présent, laissez cette détente se manifester par une couleur que vous trouvez agréable, le violet par exemple, et se propager progressivement au reste de votre corps, en commençant par la nuque, le cou et les épaules, pour descendre lentement, progressivement, et arriver jusqu'à la pointe de vos pieds. Je vous laisse quelques instants pour laisser cette détente se propager et porter simplement votre attention sur votre corps. À présent que votre corps est entièrement détendu, portez simplement votre attention sur votre respiration. En observant simplement la manière dont votre corps inspire et expire. Les mouvements que cela provoque. Les variations de température à l'inspire et à l'expire. Observez simplement le flux de votre respiration, calmement, en douceur.
Observez les appuis de votre corps avec le matelas. Et appréciez le fait d'être simplement là, dans le calme, en paix. Continuez de porter votre attention sur votre respiration et sentez comme la détente s'installe davantage à chaque expire. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Édouard Rhodes, le tabac de mon oncle Jacques. Il était bien de la famille, mon oncle Jacques. Sa caractéristique, en effet, à ma famille, c'est l'esprit d'initiative et le manque d'esprit de réalisation. Les daranes dont je suis auraient fait des choses prodigieuses s'il suffisait de semer et si les graines poussaient toutes seules. Ils ont commencé à se distinguer dans les domaines les plus divers et n'ont jamais poussé jusqu'au bout aucune de leurs entreprises, en sorte qu'ils ont perdu leurs efforts et leurs peines. Vers l'an 1600, un daran fut brûlé en Italie pour avoir failli embrasser la réforme. Il n'avait que failli, on le brûla tout de même. La triste histoire de cet ancêtre étant tragique, celle de tous ses descendants. Ils sont pleins de bonne volonté, actifs, audacieux quelquefois, mais ne savent jamais ce qu'ils veulent et finissent toujours par jeter le manche. C'est parce qu'il était un daran que mon oncle Jacques, après avoir travaillé à lui seul plus que 25 hommes, entrait pauvre comme un rat d'église dans sa 50e année. Sa carrière était une étourdissante succession d'avatars. D'abord, des études de philosophie, qui lui remplissaient l'esprit de vagues. Puis un stage dans une maison de banque, puis l'émigration. Il vendit des moutons en Nouvelle-Zélande, s'y enrichit et alla se ruiner ailleurs. Rentré au pays, il dirigea une papeterie, inventa une canne à parapluie, un nouveau système de fermoir pour les porte-monnaies, une poudre à feu d'artifice. Sa dernière création était une fabrique de cigarettes de tabac d'Orient, fondée en compagnie avec un Polonais. Le Polonais fuma tant qu'il voulut pendant 3 mois, puis disparut. Mon oncle Jacques liquida et garda pour compte une forte provision de tabac qu'il essayait d'écouler tant bien que mal. Il vieillissait, son énergie s'était épuisée, et l'esprit d'initiative étant émoussé, il lui poussa un peu d'esprit de réalisation. Il renonça aux affaires, puis comme il fallait vivre, lui, sa femme et ses 3 enfants, il réussit à se faire nommer juge de paix dans sa ville natale. Ses émoluments étaient fort minimes, mais ma tante Hélène avait été à si rude école qu'elle savait se contenter de peu. Et puis, il y avait les jours où l'on vendait une toupine de tabac. Ces jours-là, on faisait une provision de beurre. Comme mon oncle Jacques, mon oncle Jean était un daran, mais un daran très différent. L'espèce est riche en variétés. Comme beaucoup de jeunes Suisses, il était parti de bonne heure pour remplir quelques fonctions de précepteur en Russie. C'était un joli garçon élégant d'allure, aux traits fins, à la voix sympathique, remarquablement intelligent, mais chez lequel une immense paresse avait tué, ou plutôt transformé, l'esprit d'initiative. Ce trait dominant de sa race était devenu chez lui une propension singulière aux chimériques espoirs, aux attentes de chances irréelles, ou comme dirait pittoresquement mon grand-père, de petits oiseaux qui vous tombent tout rôtis dans la bouche. Tout enfant, il creusait son jardin pour trouver un trésor. Un peu plus tard,
il prit des billets à toutes les loteries. Et la seule chose qu'il s'inventa jamais, lui, hélas, ce fut une martingale. Sitôt qu'il l'eut trouvée devant le premier tapis vert où le hasard l'avait poussé, il en devint l'esclave. Elle le traîna de casino en casino, de la roulette au baccarat, vida son intelligence, ravagea son cœur, fit de lui un aventurier sans autre foyer que les maisons de jeu, sans autre foi que les cordes de pendu et les vieux fers à cheval. Il courut le monde affolé par le rêve des millions qu'il voyait courir sous le râteau des croupiers. De temps en temps, il reparaissait au pays, toujours correct malgré sa misère noire, avec de belles manières distinguées et un sans-façon du meilleur monde. Il s'installait à l'hôtel de l'Ange, dont la cuisine lui plaisait, et faisait porter sa note chez l'oncle Jacques. Et sitôt qu'il avait réussi à lui soutirer quelque chose, à lui et à ma tante Agathe, il disparaissait de nouveau. Une seule fois, son passage fut triomphal. Il avait gagné une forte somme à Saxon, et il allait à Monaco pour suivre sa veine et appliquer en grand sa martingale. Il ne s'arrêta qu'entre deux trains, le temps d'apporter des cadeaux à tout le monde. J'eus pour ma part un beau polichinelle, plusieurs boîtes de soldats de plomb, et surtout un magnifique cheval de bois avec une crinière véritable, pour lequel je vouai à mon oncle Jean une reconnaissance éternelle. S'il apportait en passant des cadeaux pareils, que serait-ce quand il aurait gagné beaucoup d'argent et reviendrait pour tout à fait, comme il l'avait promis. Et je l'attendais rempli de confiance. Hélas, ce qui vient par la flûte s'en va par le tambour, comme disait mon grand-père. Les louis de hasard disparurent comme ils étaient venus, et moins de 3 semaines après son triomphe, on revit le pauvre oncle Jean, décavé, vanné, sinistre, la figure longue, les yeux battus, amaigri par 20 nuits de fièvre, et jurant qu'on ne l'y prendrait plus. On l'y reprit, et combien de fois? Et on l'y reprendrait encore. J'ai dans l'idée que sa martingale était une bonne martingale. C'est pour cela qu'il y tenait tant. Seulement, comme il était de la famille, il ne savait pas l'appliquer. Voilà tout. Une année, l'oncle Jean vint 3 fois dans notre petite ville. La première fois dans l'hiver, il réussit à soutirer 1000 francs à mon oncle Jacques, sous prétexte d'un cautionnement qu'il devait déposer pour obtenir une place de commis voyageur dans une maison d'horlogerie. C'était un gros morceau, mais l'oncle Jacques était radieux et répétait. Cette fois, Jean va entrer dans la vie régulière. Il est sauvé. Oui, sauvé. Au printemps, ce fut bien une autre histoire. Il avait quitté sa place, s'il l'avait jamais eue, il était un misérable. Il laissait derrière lui une dette dangereuse, terrible. Il roulait les yeux en le disant. Une dette qui pouvait le conduire sur les bancs de la correctionnelle. Il fallait 3000 francs pour sauver l'honneur de son nom. Cela coïncidait avec le départ du Polonais, et vous pouvez imaginer si mon oncle Jacques était disposé à prendre une telle somme sur le peu qui lui restait. On réunit la famille, on délibéra, on discuta. Tante Agathe, qui ne touchait jamais à son petit patrimoine par principe, offrit une partie de ses économies. L'oncle Jean sanglota, pleura, menaça de se brûler la cervelle et finit par avoir ses 3000 francs, avec lesquels il disparut. Ce n'était pas tant la perte de l'argent qui fendait le cœur de l'oncle Jacques. Il avait assez perdu lui-même pour ne pas s'en émouvoir outre mesure. Mais le passage de l'oncle Jean mettait toujours la ville sans dessus-dessous, et à présent qu'il était juge de paix, il devait bien penser à ménager l'opinion. Jean d'Arane était connu comme le loup blanc. On le guettait aux portes, on notait s'il était plus gras ou plus maigre, on s'interrogeait curieusement sur son compte. On plaignait sa famille à cause des chagrins immérités qu'il lui causait. Et les bonnes gens, en rencontrant mon oncle Jacques, ne manquaient jamais de lui demander, avec une commisération un peu goguenarde, « Eh bien, votre frère est donc revenu ?» Oh, ce revenu, tout ce qu'il cachait de sous-entendus cruels. Aussi,
Tant que durait la visite de l'oncle Jean, l'oncle Jacques n'osait pas se montrer dans les rues. Et pour lui, l'actif, l'homme du mouvement perpétuel, c'était une rude privation. Il tournait alors dans son petit appartement comme un fauve dans sa cage, exaspéré par la réclusion, anathématisant son frère et jurant que les enfants trouvés sont bien heureux de n'avoir pas de famille, puisque la famille n'est qu'une source d'embarras. Et il poussa un grand soupir de soulagement quand l'oncle Jean fut parti avec ses 3000 francs. Cette fois, dit-il à tante Agathe, « J'espère que c'est pour longtemps. » Pour longtemps. Un mois après, l'oncle Jean revenait encore, non pas seulement piteux et vanné, mais malade cette fois, gravement malade, atteint d'une mauvaise bronchite qui paraissait devoir l'emmener, se disant perdu et pleurant sur lui-même. Toute la ville en fut attendrie. Mon oncle Jacques, exaspéré, refusa de croire à la maladie. C'était une feinte, disait-il, comme le revolver, comme le cautionnement, comme les serments de ne plus recommencer. Et rien ne l'ébranla. Il sortait la tête haute, aussi calme que si l'oncle Jean eût été à l'autre bout du monde. Et quand quelques voisins lui demandaient, l'air goguenard et sournois, « Est-ce que votre frère va donc s'installer au pays tout de bon ?» il répondait brusquement, « Ne me parlez jamais de ce chenapan. » Selon son habitude, l'oncle Jean s'installa à l'hôtel de l'Ange. Mais comme sa maladie se prolongeait, comme il était obligé de garder la chambre, comme il lui fallait quelqu'un pour le soigner, comme l'oncle Jean, persévérant dans son accès d'énergie, avait été déclaré à l'aubergiste qu'il ne paierait pas un sou de sa note, il ne pouvait rester. Il parlait de l'hôpital avec résignation, à la grande pitié de ceux qui allaient le voir. Ce fut alors que la tante Agathe, qui m'élevait, se décida à le prendre chez elle. Ma tante Agathe, elle, n'était de la famille que par la foi aveugle qu'elle vouait aux inventions de l'oncle Jacques et à la martingale de l'oncle Jean. Mais totalement dépourvue de l'esprit d'initiative et douée au contraire à un haut degré de l'esprit de conservation, elle leur fermait sa bourse à tous deux, en sorte que malgré leurs fréquents appels, elle avait réussi à conserver intact son petit patrimoine qui lui rendait un intérêt moyen de 4%, dont elle se contentait prudemment. Pourtant, le sincère apitoiement que lui causa la maladie de son frère, sa frayeur d'être obligé d'aller le voir à l'hôpital, et les jugements de la ville qui s'indignaient contre la cruauté des Darannes triomphèrent de sa réserve habituelle. En vain, l'oncle Jacques lui répétait « C'est un serpent que tu vas réchauffer dans ton sein. Tu t'en repentiras. » Elle répondait « Notre frère ne peut pourtant pas mourir à l'hôpital. » Et elle sacrifia son joli petit salon de vieille fille, ce salon bleu qui était son orgueil et toute sa coquetterie. On tira le canapé dans un coin, la table ovale dans un autre, on apporta un lit de fer, et le lamentable oncle Jean arriva en voiture, effrayant de maigreur, de toux, d'oppression, d'étouffement, tellement qu'on croyait à chaque instant qu'il allait rendre l'âme. À partir de ce moment, tante Agathe n'eut plus d'autre idée que de le guérir et de le réconcilier avec son frère. Et sa vie se partagea entre ses devoirs de garde-malade et de laborieuses négociations infructueuses. « Jacques, il faut lui pardonner, viens le voir. Il le demande. » « C'est pour me soutirer de l'argent. » « Non. Jacques, tu es cruel. Il n'en a plus pour longtemps. Pardonne-lui donc, puisqu'il va mourir. » « Il s'en garderait bien. Tu verras qu'il nous enterrera tous. » On dit ces choses-là et après on regrette de les avoir dites, quand c'est trop tard. Oh, je t'assure que je n'aurai rien à regretter. Tu verras. Pour la première fois de sa vie, l'oncle Jacques était perspicace. Une semaine après son arrivée chez tante Agathe, l'oncle Jean entra en convalescence. Et au bout d'une seconde semaine, la bronchite avait disparu. Les Darannes ont le coffre solide, comme disait mon grand-père. Il fit sa première sortie au bras de sa sœur, en me donnant la main. Puis il sortit seul. Et il ne parla pas de repartir.
Il se trouvait bien. Depuis des années, il n'avait pas habité une chambre comme le petit salon bleu, coquette, confortable, avec vue sur le Mont Blanc. Jamais il n'avait mangé de bons petits plats soignés comme ceux qu'on lui faisait, ni bu à tous ses repas un vin comme le vieil Ivorne qu'on lui donnait à cause de sa maladie, qu'il continuait à demander à présent qu'il se portait bien et que ma tante n'osait pas lui refuser. L'oncle Jacques triomphait et goguenardait à son tour. « Je te l'avais bien dit », faisait-il quand sa sœur allait lui porter ses doléances. « Et ça ne fait que commencer. Tu n'es pas au bout, tu verras. » En effet, elle n'était pas au bout. Ce terrible oncle Jean faisait de son appartement un antre inavouable. Le salon bleu devenait une caserne, des bouts de cigarettes traînaient sur le parquet, des bouteilles à demi remplies rôdaient sur la cheminée. Parmi les vases de porcelaine à fleurs, il avait renversé un encrier sur le tapis de la table ovale et fait des taches de graisse à la carpette. Des livres inavouables restaient ouverts sur le canapé, il rentrait à des heures indues, et le matin, il restait au lit jusqu'à midi, achevant de perturber le ménage de la bonne vieille fille. Aussi, tante Agathe était-elle très malheureuse. Moi, au contraire, j'étais content. En effet, j'adorais l'oncle Jean. Il était resté pour moi l'homme du polichinelle, des soldats de plomb et du grand cheval de bois. Nous devenions tous les jours plus amis. Il me racontait ses voyages. Il m'enchantait de fantastiques histoires où rayonnaient des plaisirs défendus. Il me conduisait au café à l'insu de tante Agathe. Il m'apprit à fumer en cachette. Bref, s'il ne fit pas de moi un fieffé mauvais sujet, ce ne fut pas sa faute. Naturellement, j'étais son confident. Il m'expliquait comment l'injustice du sort le poursuivait depuis l'enfance. Et il se plaignait à moi de la dureté de l'oncle Jacques, qui, disait-il avec force anecdote à l'appui, avait toujours été un mauvais frère. En sorte que l'oncle Jacques m'apparut comme un monstre, et l'oncle Jean comme une pauvre victime. Je me passionnais pour celui-ci contre celui-là. Je rêvais de réparer selon mes forces la cruauté de la destinée. Et malheureusement, le hasard me fournit une occasion de donner à l'oncle Jean, aux dépens de l'oncle Jacques, une preuve palpable de ma sympathie. Un jour que chez l'oncle Jacques je jouais à cache-cache avec mes cousines, je découvris dans une chambre obscure les fameuses toupines de tabac. Il n'y en avait plus que deux pleines. Ce fut un éclair. Le commerce de l'oncle Jean avait troublé mon sens moral, et l'acte que je me décidai instantanément à commettre me parut, au lieu d'un vol qu'il était, un acte de justice. Est-ce qu'un des romans lus dans le salon bleu ne m'avait pas conté l'histoire d'un gentilhomme devenu brigand pour venger les faibles et les opprimés? Or mon oncle Jean était un opprimé, mon oncle Jacques un oppresseur. Donc je pouvais sans remords prendre le tabac de mon oncle Jacques pour le donner à mon oncle Jean. Et profitant de la liberté dont je jouissais dans la maison, de la confiance qu'on avait en moi, de mon air innocent, j'installai un petit manège régulier, grâce auquel presque chaque jour, j'enlevais dans une des toupines une petite provision de tabac. Mon oncle Jean était le plus insatiable fumeur que j'aie jamais connu. Il fumait au lit dès son réveil, dans la chaleur de l'édredon, et le soir, en lisant ses mauvais livres. Il fumait pour s'ouvrir l'appétit et pour faire sa digestion. Il fumait, hélas, même au repas, et l'on peut penser si ma tante Agathe en souffrait. Ses doigts étaient culottés, comme de vieilles pipes. Ses dents jaunes et rongées par la nicotine. Son maigre corps comme embaumé et momifié. Aussi, comme il fut content lorsque je lui apportai sa première ration. Il s'écria d'un ton que j'entends encore. Quelle chance! À coup sûr, il était aussi content que moi lorsqu'il m'avait apporté le fameux cheval de bois. Et comme il rit de bon cœur quand je lui expliquai d'où provenait ce tabac. Comme il la trouva bonne.
Quelle plaisanterie de corps de garde il lança en soufflant sa fumée par le nez. Comme il offrit des cigarettes à tout le monde en disant avec un coup d'œil malicieux à mon adresse. « Goûtez donc, c'est du vrai tabac d'Orient, dont un ami m'a envoyé une provision. » Moi, j'étais fier de mon petit commerce comme d'une action d'éclat, et l'impunité me rendit si impudent que je ne pus m'empêcher de rire un jour que j'entendis l'oncle Jacques constater avec stupeur la diminution de ses toupines. Je savais qu'on aurait soupçonné la ville entière avant de penser à moi, à cause de ma réputation d'enfant sage. Et je me gaudissais en pensant qu'on ne trouverait pas, et même pour aller plus vite, j'augmentais les doses. L'oncle Jean ne pouvait plus ni tout fumer, ni tout offrir. Il faisait provision et me disait avec un clignement d'yeux reconnaissant, qui était ma plus belle récompense, « Je l'emporterai avec moi là-bas quand j'y retournerai. » Pourtant, une belle fois, au moment où je remplissais mes poches, je me trouvais nez à nez avec Barbe, la vieille servante de l'oncle Jacques, qui s'était cachée pour guetter le voleur. Ce fut un mauvais moment, je vous assure. Ma conscience se réveilla tout à coup, et pour la première fois, je jugeai sainement ma conduite. Barbe, qui m'aimait beaucoup, était atterrée. Puis elle se mit à parler comme un livre avec tristesse et volubilité. J'écoutais, très penaud, les mots d'honneur, d'honnêteté, de respect du bien d'autrui qui tombaient à la file de ses bonnes vieilles lèvres. Et il me venait, avec le sentiment de ma faute, une peur horrible de ses conséquences. Barbe conclut de mon écrasement que je n'étais pas endurci, finit par se taire et me laissa partir. Je courus auprès de l'oncle Jean qui, pensais-je, avec sa belle finesse, allait me trouver un moyen de me tirer d'embarras. Mais il devint très froid et au lieu de me consoler, me dit en guise de morale. « Mon cher, il ne faut jamais se laisser prendre. » Là-dessus, il sortit et ne rentra pas dîner. Mon oncle Jean n'aimait pas les tempêtes. Je dînai fort mal, sous l'œil inquiet de ma bonne tante Agathe qui me demandait où j'avais mal et me couvait de regards maternels. Et au dessert, comme je venais de refuser de la tarte aux pommes, on vit arriver l'oncle Jacques. Il était furieux, violet, les yeux hors de la tête, et je compris immédiatement qu'il allait se passer des choses terribles. D'abord, il mit tante Agathe au courant en 2 mots. « Tu sais, mon tabac, eh bien, c'est lui. » Puis il s'approcha tout près de moi, les bras croisés. « Toi, tu vas voir, ça ne se passera pas comme ça. Tu penses bien, et nous aurons à causer ensemble. Seulement d'abord, je veux savoir ce que tu en fais de ce tabac volé. Est-ce que tu le fumes par hasard ?» Je ne répondis rien, et mon silence fut pris pour un aveu. « Ah, tu fumes, avec tes airs de Sainte-Nitouche. Il ne te manquait plus que ce vice-là, mauvais drôle. » Ici, tante Agathe essaya d'intervenir. « Jacques, je t'en prie, on le punira, mais... » Il lui coupa la parole. « Laisse-moi tranquille. » Et se retournant vers moi. « Ah, tu fumes. » Il se mit à arpenter la chambre, cherchant sans doute quel supplice il allait m'infliger, puis revint à moi si menaçant que tante Agathe, pâle comme une morte, s'écria. « Jacques, calme-toi. » Il haussa les épaules et m'ayant acculé dans un angle de la chambre, il reprit. « Mais tu ne peux pas fumer tout ce que tu voles. Un sergent de zouave n'y suffirait pas. Que fais-tu du reste ?» Je continuai à me taire. Une provision peut-être. Je fis signe que non. Est-ce que tu le vendrais par hasard? Cette supposition me parut si outrageante que je ne pus m'empêcher de m'écrier. Ah non. Alors tu le donnes. À qui? À des coquins de ton espèce? Je m'enfermai dans mon silence. Tante Agathe pleurait à chaudes larmes. Tu ne réponds pas, bandit. Je vais te faire répondre, moi. Je veux savoir ce que tu as fait de mon tabac, entends-tu?
Je veux savoir avec quel filou tu t'arranges pour voler ton oncle. » Ces mots de coquin, de voleur, de filou qui revenaient sans cesse m'exaspéraient tellement qu'ils m'inspirèrent tout à coup un courage inattendu. Mes sophismes me revinrent à l'esprit. Je me rappelai que je n'étais pas un voleur, mais un justicier, et regardant mon oncle Jacques bien en face, je lui dis : « Vous voulez savoir ce que j'en ai fait de votre tabac ? Eh bien, je l'ai donné à votre frère, oui, à votre frère, à l'oncle Jean, qui serait mort à l'hôpital s'il n'avait eu que vous. » J'avais fait le sacrifice de ma vie. Tante Agathe se précipita en avant pour empêcher l'oncle Jacques de me mettre en pièces. Mais toute sa colère était tombée au brave homme. Il me regardait d'un air ahuri, la bouche entr'ouverte, un voile devant les yeux. Il ne put que balbutier. Puis il fit 2 fois le tour de la chambre, les mains derrière le dos, sans un mot, et s'en alla. Moi je relevai la tête, et je dis à tante Agathe d'un ton vainqueur : « Vous voyez, il a bien senti qu'il était dans son tort. » Le lendemain, je n'attendis pas que l'oncle Jean, qui était rentré fort tard, fût sorti de sa chambre pour aller lui conter la mise en fuite de l'oncle Jacques. Éveillé et rêvassant, il envoyait au plafond la fumée de mon tabac. « Eh bien, fit-il d'un ton dégagé, tu as encore les 4 membres entiers. » Après le récit circonstancié de l'aventure, voilà qu'au lieu de me féliciter, il s'attendrit vivement et avec des larmes dans la voix s'écria : « Le pauvre Jacques, c'est tout de même un bon frère. Je savais bien qu'il m'aimait, malgré tout. À sa place, ce n'est pas moi qui aurais pris les choses ainsi, je t'en réponds. Tu ne t'en serais pas tiré à si bon compte. Je vais aller le voir, lui demander pardon, lui rendre ce qui me reste de son tabac. On ne peut pas rester fâché avec un si brave homme. » Je ne comprenais pas. Je compris dans la suite. C'était un fin diplomate que l'oncle Jean. Et si au lieu de courir après sa martingale, il s'était servi de ses facultés, il aurait fait un joli chemin dans le monde. Le lendemain, il ne s'occupait pas plus de moi que si je n'existais pas. Il s'était réconcilié avec l'oncle Jacques. Et 8 jours après, il disparaissait avec un billet de 1000 francs qu'il lui avait soutiré. Bonne nuit. Bonne nuit.